Et comme tous les jours, enjeu patrimoine. Aujourd'hui, faut-il sortir la Chine des portefeuilles? Alors, la stratégie zéro Covid aura un impact fort sur la croissance de l'économie chinoise. On rappelle un objectif qui était de 5,5%. Alors, est-ce qu'il faut entrer? Est-ce que ce sont des points d'entrée? Est-ce qu'il faut rester investi ou est-ce qu'il faut sortir du marché chinois? On en parle tout de suite avec nos deux experts. Stéphane Vontron, directeur commercial de JP Morgan Asset Management. Bonjour Stéphane. Bonjour Laura. Et Igor est avec nous, Igor Demac, associé et dirigeant chez Vital Épargne. Bonjour Igor, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on parle de cette question, c'est une vraie question. Les investisseurs se posent des questions sur la Chine, parce que c'est vrai que l'économie chinoise, évidemment, va souffrir de cette politique, de cette stratégie zéro Covid. Stéphane, on va peut-être commencer par vous, parce que vous avez chez JP Morgan Asset Management 3 fonds sur la Chine. 3 fonds actions Chine, absolument. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est aujourd'hui, vous, votre opinion? Parce que c'est vrai que la Chine, vous connaissez bien. Pour être complet, d'ailleurs, 3 fonds actions, un fonds de dette et puis de très nombreux fonds émergents qui sont largement investis en Chine. Donc, effectivement, ce sont des investissements très conséquents pour nous. Et la dégradation de l'activité économique de ces derniers mois, elle est indéniable. Là, on a eu 2 mois, on sort tout juste, au moment où on se parle, de 2 mois de confinement dur. Pour Shanghai, c'était hier. Pékin en début de semaine. Donc, effectivement, on peut aujourd'hui commencer à espérer une amélioration. Ceci étant dit, l'objectif que vous avez cité de 5,5% de croissance semble, au moment où on se parle pour l'année, assez peu réaliste. En revanche, le fait de s'en rapprocher sera vraisemblablement et même très vraisemblablement un objectif fort pour Xi Jinping. C'est ça, pour le gouvernement chinois, forcément. Dans la mesure où, en fait, il a quelque part une copie à rendre au mois de novembre, je le rappelle, et que la stabilité politique et qu'en Chine passe par une croissance économique, avec un vieillissement de la population qui est assez comparable aux populations développées, et donc la nécessité, puisque même si c'est un régime communiste, il y a très très peu de parachutes sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire, la nécessité pour les Chinois d'avoir une épargne suffisante pour accéder à des soins et vivre durant leurs vieux jours. Donc il y a un objectif très très fort de ce point de vue-là, et les moyens de le faire. Les moyens monétaires, les moyens budgétaires, puisque, à la différence des États occidentaux, la Chine n'est pas intervenue, elle a même réduit la taille de son bilan, donc retiré des liquidités du marché en 2021. Donc il y a de la place pour de l'intervention en Chine, partant effectivement d'une activité qui a été atone, contrainte, mais ceci étant dit, dans un contexte, encore une fois, de confinement. Donc, assez comparable, quelque part, à ce qu'ont traversé les pays développés. Et on sait ce qui s'est produit par la suite, un rebond quasi en V de l'activité économique. C'est ça. On s'attend à un rebond en V à un moment donné. Forcément, ce rebond va avoir lieu. Donc, il faut peut-être être prêt pour ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Igor? Qu'est-ce que vous conseillez en tant que SOGP à vos clients, vous? Alors, quand on prend un peu de recul et qu'on retrace l'histoire de l'investissement en Chine, qui n'est pas aussi ancien que celui dans les actions américaines, le S&P 500 il doit avoir une centaine d'années d'historique. Les 2 grands principes, c'était une forte croissance avec une expansion démographique, économique, et une libéralisation, une ouverture du système financier. Et c'est ce qui conduisait beaucoup de sociétés de gestion et d'épargnants à vouloir avoir des actions chinoises. Alors, ces 2 présupposés aujourd'hui sont un peu plus sujets à caution. Bon, d'abord par la conjoncture, le Covid, ensuite par évidemment des décisions du gouvernement, la censure sur pas mal de secteurs, le jeu, l'éducation, la promotion immobilière, le shadow banking, et aussi le fait que la gouvernance de la Chine n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre. Et le 3e point, c'est qu'on se doit de se rappeler que la Chine est un gros poids dans l'économie mondiale, 15% du... Voilà, donc c'est vrai que ça, naturellement, on doit s'intéresser à cette zone parce que ça commande quand même une certaine partie des grandes inflexions économiques derrière les États-Unis. En revanche, c'est quand même un régime, quand on voit ce qui se passe avec les actions russes et ce qui s'est passé en Ukraine, qui peut décider de suspendre, de bloquer des transferts internationaux ou des actifs. Donc tout ça doit se refléter dans le prix, avec des conditions de liquidité qui sont pas forcément les mêmes que chez nous, même si c'est le 2e plus grand marché boursier au monde après le marché américain. Donc c'est difficile de répondre à une question de manière principielle, faut-il en avoir ou pas. C'est clair que c'est une zone à regarder, c'est un marché émergent du point de vue financier, du point de vue du fonctionnement encore. C'est un marché complexe avec les A-shares, B-shares, H-shares, N-shares, enfin il y en a beaucoup. Donc il faut être assez prudent. Et puis c'est vrai que si on veut en faire, c'est le timing et dans des proportions qui sont
inférieure à celle de la pondération du PIB, puisqu'on vous avez, on pourrait dire 15% ouais. du PIB mondial, j'en mets 15% dans mon allocation action. Alors que vous avez quoi, 5-6% voilà, dans Vital Flex alors, Dynamique, moi, je suis très prudent sur la Chine. Après, quand vous avez des positions qui sont perdantes, ma culture, c'est pas de vendre à perte en précipitation. Donc, il y a une forme de rebond, c'est vrai, mais n'oublions pas aussi que la Chine nous a envoyé le Covid aussi, hein, qu'ils n'ont toujours pas de vaccin, entre guillemets. Oui. Donc, c'est quand même un sujet. Puis, c'est vraiment une culture qui est très, très différente de la nôtre. C'est un peu la palissade de le dire, mais je pense qu'on est très loin. Donc, un peu de prudence. Quand même s'y intéresser dans des phases qui sont des phases, on parlait avec Stéphane de 2015, hein, bon, quand il y a des écroulements, c'est sûr qu'après, il y a quand même un flux naturel. Mais je me demande toujours si les Chinois sont très intéressés à avoir beaucoup de flux internationaux étrangers. Parce que, comme on le voit chez nous en France, sur le CAC 40 qui est détenu par les étrangers, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la véritable envie des Chinois d'avoir des gens qui contrôlent la valeur de leurs actifs. En tout cas, vous y êtes, vous êtes exposé, mais c'est quelque chose quand même d'assez faible dans vos allocations. Stéphane, chez vous, vous avez donc plusieurs fonds, on le disait, actions sur la Chine. Vous êtes sur plusieurs marchés, parce que ça, absolument, Igor évoquait ces différents marchés, c'est pas rien, parce qu'il y a une vraie complexité peut-être technique aussi. Tout à fait. Alors c'est la raison pour laquelle, effectivement, la façon de traiter la Chine a beaucoup évolué, hein, puisqu'il y a eu maintenant, il y a près de 2 ans, l'apparition de Stock Connect qui a permis à de nombreuses sociétés de gestion d'intervenir sur le marché chinois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était effectivement plus complexe. Il fallait avoir une structure locale détenue à minima à parité par un investisseur chinois, ce qui était notre cas. Hein. Donc on a une joint venture depuis 2006 qui nous a permis de traiter sur le marché chinois domestique, hein, le marché A qu'évoquait Igor à l'instant. Et effectivement, ce marché A est sans doute stratégiquement celui qui nous intéresse le plus, précisément parce qu'il nous permet, dans nos investissements, d'être alignés avec les investisseurs domestiques. C'est le marché qui sera le réceptacle de l'épargne des ménages. On rappelle qu'il y a un enjeu extrêmement important de bascule en fait, de l'épargne des ménages des Chinois, aujourd'hui très investis sur le marché immobilier massivement, et avec un enjeu de justement faire un transfert de cette épargne vers les marchés financiers, sachant que le stock d'épargne est absolument considérable. Pour mémoire, les Chinois épargnent plus de 25% de leurs revenus disponibles, donc c'est absolument colossal, c'est plus du double de ce que font les pays développés. Donc c'est une manne exceptionnelle, et qui plus est, c'est aligné avec le fait que c'est le marché A qui est le plus capacitaire, le plus gros, le plus sous-représenté dans les indices à l'heure actuelle, et qui est aussi un vivier de valeur très intéressant, avec une structure, une composition des indices qui est assez différente, plus diversifiée que le marché H, que le marché de Taïwan, que le marché d'Hong Kong, sur lequel effectivement il y a aussi beaucoup de technologie, mais beaucoup plus de valeur de consommation, une exposition financière qui est possible aussi là où il y en a très peu sur les marchés offshore. Donc, je dirais un marché plus protéiforme, plus diversifié, qui est sans doute celui qui nous intéresse le plus et qui offre, encore une fois, énormément de potentiel. Je regardais les niveaux de valorisation de ce marché, on paye 10 fois les résultats, on paye la valeur d'actifs seulement 1,4 fois. Alors, ça parle peut-être pas beaucoup à nos auditeurs, mais 1,4 fois, c'est un ratio qui est inférieur à celui de la crise financière. C'est un ratio qui est en ligne avec le début des années 2000, donc lorsque la Chine venait de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on est à peu près au plus bas historique en valeur d'actifs, en valorisation des valeurs d'actifs. Ça nous semble très décalé par rapport à la réalité économique, au poids de la Chine dans le monde et surtout au poids de la Chine à venir dans le monde. Avec effectivement, je suis d'accord avec ce que proposait Igor tout à l'heure concernant la volonté de contrôle de l'État chinois sur son économie et sur ses investissements. En revanche, n'oublions pas l'établissement du RCEP, cette fameuse zone de libre-échange du Sud-Est asiatique, dans lequel, là, pour le coup, je dirais que la vision des Chinois, c'est de proposer un marché cœur, à la fois en termes économiques et en termes financiers, à l'ensemble de cette zone, puisque là, ils y voient moins de concurrence et plus des partenaires, si vous me passez l'expression, inféodés. D'accord. Donc là, Stéphane, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseilleriez, justement? C'est d'entrée, ce sont des points d'entrée. Vous restez investi, vous ne bougez pas. Est-ce qu'il faut sortir en partie? Est-ce que vous, quand même, vous vendez certains? Alors, je vais essayer de prendre une posture plus objective que celle du prêcheur pour la Chine et regarder ce que font nos équipes d'allocation d'actifs. Nos équipes d'allocation d'actifs, aujourd'hui, ont eu tendance à maintenir leurs expositions dans la baisse, donc quand même à acheter dans la baisse, maintenir les poids, et commencent à renforcer leur position. Et effectivement, pour les raisons qu'on évoquait, on est aujourd'hui dans un creux de croissance avec une perspective d'amélioration, puisque la réouverture se dessine tout juste, sur des points bas de valorisation. Donc, absolument pas un moment pour sortir, ça c'est très clair. Sortir sur un point bas quand on a des perspectives de croissance assez lisibles et des valorisations faibles, ça semble quand même pas être une très bonne idée. Et qui plus est, en revanche, ce qui manque pour le moment, pour être très clair, c'est un catalyseur plus fort. Et donc ça, c'est cette absence de catalyseur qui va peut-être faire se différer, qui fait que nos équipes
ne se précipite pas à l'achat. En revanche, c'est très clair, hein, le marché cherche cruellement à investir dans des zones de croissance peu chères, qui plus est, je vous le rappelle, hein, au moment où on se parle, peu soumis aux pressions inflationnistes. Hein. On vient tout juste de passer dans les prix à la consommation à 2% d'inflation en Chine. Hein. On est très très loin des chiffres qu'on constate en Europe et aux États-Unis. Absolument. De votre côté, Igor, donc vous ne bougez pas non plus à vos positions, vos 5-6%. Ça, c'est je vous l'ai dit, moi je ne suis pas complètement convaincu que le parcours de la Chine sur même le prochain cycle soit aussi facile. Je retiens toujours les exemples de gouvernance et de censure qui sont des sujets qui sont pour partie dans les prix, mais la magnitude du risque, et on l'a bien vu avec la Russie qui a gelé son marché du jour au lendemain. Alors on imagine mal la Chine le faire, mais on imaginait mal la pandémie, et dans les marchés, on imagine toujours mal le scénario très extrême, qui ne nous arrange jamais. Et c'est un biais cognitif humain aussi. Donc je serais un peu prudent, je regarde un petit peu le passé sur les indices MSCI China, mais même les marchés émergents. Ça reste aujourd'hui, même si c'est un discours un peu passéiste, moins efficace que les grands indices mondiaux ou américains. Voilà. Et puis, je pense qu'en termes ISR, vu ce qui se développe en Europe, même s'il y a des fonds labellisés ISR Chine, il faut quand même être assez objectif. On est très très loin de la façon dont la vie quotidienne fonctionne dans les entreprises en Chine. Donc c'est un petit peu antinomique, si vous voulez, d'avoir des... Parce que vous avez quand même des confrères qui ont des fonds ISR. Oui, non, mais très bien. Après, est-ce que toutes les personnes vont en Chine fréquemment et puis parlent le mandarin et comprennent comment la société chinoise fonctionne? Alors, la plupart des gérants et gérantes sont d'origine chinoise ou chinoise, mais faut quand même faire attention, je trouve. Ces marchés sont inefficients. Et donc, si on rentre dedans, il faut avoir une bonne conscience du prix de la décote. C'est pas un non, mais c'est un non mais ou un non si. D'accord. Alors, Igor, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple d'investir justement sur le dynamisme quand même chinois? Oui, on en parlait avec Stéphane. Après, c'est toujours un peu une façon de contourner. C'est les grandes entreprises mondiales. Les grandes entreprises américaines, en fait, sont très investies et ont une grosse partie de leur chiffre d'affaires hors des États-Unis, surtout dans une partie de la tech, en tout cas, dans le hardware, pas tellement dans tout ce qui est réseaux sociaux. Mais oui, alors on prend toujours l'exemple du luxe, évidemment, mais c'est vrai que ça permet... Et ça nous justifie le fait qu'on ne peut pas passer à côté de la Chine sur le poids économique. Ça serait une erreur. Après, moi, je préfère parler de la Chine et de capter la macroéconomie de la Chine. La microéconomie, le profit en bas dans les résultats des entreprises chinoises, je ne suis pas capable de l'apprécier. Bon, le secteur bancaire, par exemple, est un bon exemple de secteur assez opaque. Nous, on a mis des années en Europe et aux États-Unis à le réguler, presque trop, mais aujourd'hui, on peut dire que le système bancaire européen est très sain. Mais macroéconomiquement, la Chine, Stéphane l'a dit, réserve budgétaire excédentaire. Donc, c'est ça qu'il faut voir et c'est un peu ça qu'il faut investir. Après, c'est des histoires de spécialistes. Et je pense que quand on descend trop finement, on risque de se faire un petit peu attraper lorsqu'il y a des sujets de gouvernance, disparition de dirigeants, etc. Donc, c'est quand même des pays où les dirigeants disparaissent. Il faut remettre un petit peu... je ne fais pas de jugement moral, mais c'est des fonctionnements qui sont différents. Très différent, effectivement, de ce qui se passe chez nous en Europe. La bourse chinoise, Stéphane, est-ce qu'elle est sous-valorisée si on la compare aux grands indices mondiaux? Assez largement, j'ai cité les ratios tout à l'heure. Effectivement, quand on parle d'un marché qui se paye 10 fois les résultats, quand les US se payent entre 16 et 17, l'Europe autour de 13, effectivement, étant donné le profil de croissance sous-jacent, ne l'oublions pas, parce que le fait d'avoir une croissance sous-jacente beaucoup plus importante permet un effet démultiplicateur au niveau de la croissance bénéficiaire des entreprises, puisque on voit bien qu'une croissance de 3%, par exemple, en objectif, aboutit à une croissance bénéficiaire estimée de l'ordre de 10% sur des indices. Donc quand on a une croissance qu'on peut estimer sur la décennie à venir entre 4 et 5 points annualisés sur la Chine, effectivement, en termes de croissance bénéficiaire, c'est absolument colossal, avec qui plus est une décote très forte à l'heure actuelle. Mais je rejoins totalement Igor sur la nécessité d'avoir des équipes qui sont présentes sur place et importantes et qui culturellement connaissent. Puisque effectivement, et ça, c'est la base, pour échanger régulièrement avec nos équipes qui sont basées en Chine, on a la chance d'avoir plus de 40 analystes sur place. Et effectivement, le sujet, c'est que
eux ont une incompréhension aussi des risques perçus par les Occidentaux à l'heure actuelle, puisqu'il y a des grands éléments concernant le contrôle du gaming, concernant le contrôle de l'éducation. Contrôle de l'éducation, quand on est en France, c'est quand même une gageure d'avoir des doutes et d'avoir des interrogations concernant le contrôle de l'éducation 100% public. Merci beaucoup Stéphane Ventron, directeur commercial de JP Morgan Asset Management, d'avoir été avec nous. Igor Demac, associé et dirigeant chez Vital Épargne, merci également d'avoir passé ce moment avec nous en plateau. Merci beaucoup à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Dès demain, vous retrouvez Nicolas Pagnès à 13h. Très bonne journée sur Bismart.